Voilà, merci, bonjour. Je suis Baptiste Autret, gynécologue et sexologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest Angers. Je vous remercie de m'avoir convié pour parler de sexualité dans le cancer du sein. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les traitements contre le cancer du sein s'améliorent d'année en année, ce qui prolonge la survie globale. Et pour cette survie, cette vie prolongée, c'est important de préserver la qualité. Et la sexualité fait partie de la qualité de vie. Longtemps considéré comme tabou en oncologie, le soutien sexuel s'inscrit à présent dans le programme personnalisé de soins du patient. Excusez-moi. L'annonce d'un cancer, son évolution et ses traitements peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé sexuelle par une atteinte physique et psychique souvent intriquée. Bien sûr, quand on est fatigué, stressé ou qu'on a des douleurs, l'une des premières choses qui s'éteint, c'est l'envie d'avoir des rapports. Avec les traitements anti-hormonaux qui provoquent des sécheresses au niveau des muqueuses génitales, on comprend qu'il peut y avoir des douleurs au moment des rapports. Le cancer du sein touche une zone très innervée, une zone érogène, qui peut parfois être perdue. Et la perte d'estime de soi, de par l'atteinte de l'image corporelle, les cicatrices disgracieuses, on peut comprendre qu'il y a un impact sur sa sexualité quand on est bloqué de se dénuder face à son partenaire. Excusez-moi. Plus spécifiquement, la chirurgie et la radiothérapie du cancer du sein touchent éventuellement la silhouette érotique féminine, de par une altération du galbe de la poitrine, par exemple, ou des cicatrices disgracieuses. Il peut y avoir des troubles sensitifs avec une perte de sensibilité du sein, voire des douleurs qui en font une zone interdite, non seulement au regard de son conjoint, mais au toucher, son propre toucher et celui du partenaire. La chimiothérapie n'est pas pourvoyeuse d'envie sexuelle de par sa fatigue. L'alopécie, qui est le plus souvent transitoire, a un impact sur l'image corporelle en touchant à un symbole souvent de séduction féminine. On a certaines femmes qui nous disent « Moi, je ne me sens pas à l'aise pour les rapports tant que mes cheveux ne sont pas redescendus à ma taille ». L'infertilité, voire la stérilité, c'est important de penser à la préservation de la fertilité parce que de manière consciente ou inconsciente, quand on sait qu'il n'y aura plus de projet parental par la suite, ça peut avoir un impact péjoratif sur sa sexualité. Certaines femmes se sentent moins féminines et perdent tout attrait à la sexualité. Enfin, une diminution de la fonction ovarienne, des hormones dans le sang, qui peuvent provoquer ce qu'on appelle le SGUM, le syndrome génito-urinaire de la ménopause, à l'origine d'une sécheresse des muqueuses génitales, qui provoque du coup des douleurs au moment des rapports sexuels, peut être péjoratif, tout comme les infections urinaires à répétition et la pollakiurie due à ce syndrome. Enfin, avec l'hormonothérapie, la fatigue fait que ça provoque des soucis au niveau de sa sexualité. La prise de poids, on peut le comprendre, trouble de l'image corporelle, du coup, le confort de se dénuder. Les bouffées de chaleur, le fait d'avoir plusieurs suées dans la journée fait qu'on ne se sent pas à l'aise pour avoir des rapports, on se sent pas propre et c'est vrai qu'on peut être moins facilement à l'aise pour avoir des rapports et avoir l'envie d'avoir des rapports. Et, excusez-moi, le SGM, la phrase à la sauter, le SGEM, c'est la sécheresse des muqueuses qui provoque des douleurs au moment des rapports. Le cerveau retient que c'est douloureux et en conséquence, eh bien, il y a moins de libido. C'est un cercle vicieux de par ces sécheresses génitales. Il est à déplorer que seuls 14% des femmes ont pu exprimer leurs soucis sexuels avec l'équipe médicale, contre 36% des hommes, et ça, tout cancer confondu. Donc, un sujet tabou et aussi une inégalité des sexes dans le recueil de la souffrance sexuelle. Ah, c'est compliqué, là, ça n'arrête pas de sauter. Je ne sais pas si c'est possible de faire quelque chose au niveau du diaporama. Pourtant, une aide simple en santé sexuelle serait, pour le simple soignant, finalement tout soignant, même non formé, la solution serait de recueillir la souffrance sexuelle, d'écouter et simplement d'orienter vers un correspondant, sexologue ou gynécologue que l'on connaît. Sans pour autant être formé à la sexologie, savoir orienter, c'est aussi déjà bien précieux et c'est une grande aide. Apparemment, ça a l'air de ne plus être perturbé.
Nous, en tant que sexologue, on a toujours un interrogatoire rigoureux pour être le plus exhaustif. C'est du coup un moyen mnémotechnique par l'anagramme MPSC, cher au professeur Lopez, l'ancien coordinateur du DU de sexologie du Grand Ouest. Vous voyez, par rapport à l'interrogatoire, on va recueillir s'il n'y a pas un souci médical qui peut provoquer des troubles sexologiques, tels par exemple, un médicament antidépresseur à forte dose qui bloque la libido. On va essayer de recueillir s'il n'y a pas d'idées parasites, d'angoisse, de stress, pouvant altérer l'abandon, le lâcher-prise et bloquant du coup l'envie sexuelle. On va essayer de voir s'il n'y a pas des soucis financiers, des problèmes d'argent qui fait qu'on est stressé et finalement, de manière indirecte, ça provoque des soucis au niveau de sa sexualité. Et encore, on va voir s'il n'y a pas de conflit dans le couple, bien sûr, à l'origine de ces troubles. L'INSERM et l'INCa ont fait 2 grandes études, VICAN 2 et VICAN 5, la vie 2 ans après le cancer et 5 ans après. On constate que, quelle que soit la localisation du cancer, pour les hommes et les femmes, dans environ 55% des cas, il y a des troubles de la sexualité. Il est mis en évidence 4,5% de séparation, ce qui est plutôt positif. On aurait pu croire qu'il y en avait plus. En tout cas, dans la moitié des cas, il y a moins de satisfaction sexuelle, moins de libido et la fréquence des rapports chute. Dans 32% des cas, à 5 ans après son cancer, on constate une altération de la qualité de vie mentale. Dans la moitié des cas, les patients présentent une fatigue et dans plus de 70% des cas, des douleurs. À 5 ans, dans 35% des cas, les patients se sentent moins attirants et dans 26% des cas, on constate une chute des revenus. Enfin, c'était une étude qui avait été publiée en 2018, mais 5 ans auparavant, on ne proposait qu'à 12% des patientes une préservation de la fertilité avant 40 ans. Et ça, bien sûr, c'est dommageable. En tant que sexologue, on fixe des objectifs thérapeutiques. Tout d'abord, avec la patiente, on va lui dire qu'il faut accepter le changement. Ça ne sert à rien de regarder en arrière dans le rétroviseur. Les séquelles sont parfois irréversibles. Il faut trouver un nouvel équilibre psychique et psychologique. Et souvent, le regard bienveillant de conjoint est une grande aide. Enfin, on va faire une alliance thérapeutique avec elle contre une écoute empathique, sans juger, du sexologue, dans le respect toujours du culturel et du religieux. On demande à la patiente d'être active pour trouver elle-même des solutions. Donc, c'est une manière plutôt de counseling, de conseil, et finalement, la patiente choisit celle qui lui convient le mieux. On va toujours lutter contre la norme sociétale occidentale de performance. Il faut être beau, mince, il faut gagner de l'argent, être intelligent, mais aussi il faut être performant dans sa sexualité. On le voit dans les journaux, dans les publicités. Eh bien, il faut bien préciser aux patients que non, la sexualité peut être tout aussi satisfaisante et épanouie, éventuellement sans pénétration. La pénétration n'est pas une obligation. On peut avoir un rapport sexuel satisfaisant sans spécialement avoir un orgasme. Voilà, quelquefois, ces notions-là de performance qui peuvent frustrer et bloquer les gens. Hommes-femmes. En matière d'insatisfaction, la sécheresse vaginale est le premier symptôme pour lequel les patientes nous consultent. On va éviter, bien sûr, tout ce qui est topiques hormonaux. Tout d'abord, on va leur proposer de prolonger les préliminaires. Si auparavant, quelques minutes suffisaient, là, éventuellement, il faudrait qu'elles s'écoutent et puissent comprendre que peut-être 10 minutes de préliminaires pourraient être intéressants. Ensuite, on leur propose facilement des lubrifiants intimes, du gel à base d'eau. Si ça ne suffit pas, il existe des hydratants à longue durée d'action que l'on applique en dehors des rapports, le soir, avant de dormir, tous les 3 à 4 jours, à base d'acide hyaluronique ou de polycarbophile, le plus souvent bien performants. Surtout quand ils sont associés à des probiotiques vaginaux locaux, des bonnes bactéries qui vont changer le pH du vagin, rééquilibrer toute la flore. Donc cette association hydratant, probiotique, c'est intéressant de leur proposer. Toujours à l'étude et pas remboursé par la sécurité sociale, on connaît la performance du laser ou de la radiofréquence vaginale, donc, qui semble être probant. Seulement, l'efficacité durerait 18 mois. Sur Angers, 3 séances, par exemple, de laser coûtent 800 €. On connaît aussi l'acide hyaluronique injecté, du coup au niveau de l'entrée vulvaire, 150 € environ l'injection et qui ne perdure pas dans le temps.
Éventuellement, ce serait intéressant d'étudier les injections de graisse en vulvovaginale, donc des octogreffes. Si la graisse tissu vivant prenait bien, ce serait finalement plutôt pérenne. Donc, tout ça, c'est expérimental, à l'étude, et c'est en cours de recherche. Les patientes peuvent nous consulter sans dyspareunie, mais précisant qu'elles ont moins de satisfaction sexuelle. Et par ce biais, on va les examiner et on peut constater une perte du tonus musculaire. Souvent, c'est dû aux variations de poids du fait des traitements et tout simplement, on va leur proposer de la kinésithérapie de rééducation périnéale parce que ce que l'on sait, c'est que plus le périnée est musclé, plus le plaisir sexuel est majoré chez la femme. Et là, ça vient de l'anatomie. Donc, vous connaissez le clitoris qui fait à peu près 1,5 centimètre à l'extérieur. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est qu'il est prolongé par 2 grands piliers clitoridiens de part et d'autre du vagin. Et du coup, plus ces piliers clitoridiens sont proches du vagin par un périnée bien musclé, plus le rapport est satisfaisant. Donc, sans hésiter, on leur prescrit de la kinésithérapie de rééducation périnéale. Ensuite, facilement, on présente aux patientes des planches anatomiques parce que les organes génitaux sont cachés. Et pour se mentaliser, c'est intéressant du coup d'avoir des supports de base par image. Notamment, on va parler du point G. Est-ce que le point G existe? Les études n'ont pas tranché. On ne sait pas. Ça serait une zone particulièrement innervée, vascularisée. Anciennement, la position de la prostate embryonnaire qui disparaît du coup au cours de l'embryologie. En tout cas, on part du principe que s'il devait exister, il serait à ce niveau-là et on montre ces planches anatomiques aux patientes. Pour les problèmes de libido, le plus souvent, ce qui vient en premier, le souci, c'est les problèmes d'anxiété, de stress. Et donc, pour accéder au lâcher-prise, tout est bon à prendre. Consulter un psychologue, sophrologue, hypnothérapeute, faire de la méditation pleine conscience. Donc, on oriente facilement les patientes pour libérer de ces idées parasites. La fatigue n'aide pas la libido et on sait que l'activité sportive est bénéfique en ce sens. Bien sûr, quand on a mal, eh bien, ça va altérer tous les plaisirs de la vie. Et donc, sans hésiter, il faut consulter un algologue. Et aussi, il faut trouver des solutions pour ces fameuses bouffées de chaleur invalidantes, pouvant être insomniantes, fatigantes et rendant mal à l'aise pour les rapports. Lorsqu'on dit à la patiente d'arrêter sa pilule œstrogestative, contre-indiquée après diagnostic d'un cancer du sein, il faut et ne pas hésiter à proposer d'emblée une contraception parce que si elles n'en ont pas, la crainte d'être enceinte peut être un blocage sexuel, on peut le comprendre, c'est évident. Donc, il faut prendre le temps de se poser avec la patiente pour lui proposer une contraception adaptée pour un esprit libéré. Pour entretenir sa libido, ça paraît tout simple, mais prendre du temps avec son conjoint, un petit week-end, un petit resto, seul, les enfants gardés par les parents, par exemple, eh bien là, ça entretient les liens d'amour, de communication, de complicité. Ça paraît bête, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais c'est précieux de se poser quand la vie va à 100 km/h, quand on doit reprendre le travail, s'occuper des enfants et qu'on est fatigué. Quelquefois, ça passe en dernier, eh ben, il faut y penser. Je vous rappelle que s'il y a une mésentente conjugale, on ne consulte pas le sexologue, mais plutôt le conseiller conjugal qui est un psychologue qui est qualifié pour les thérapies de couple. Il faut prendre du temps pour se sentir sexy, s'acheter des petits hauts que l'on aime bien ou des affaires finalement adaptées du coup donc pour se faire du bien. Alors c'est vrai que la socio-esthéticienne est une grande aide en ce sens. Tout est bon à prendre pour se sentir bien et sexy et ça, des petits hauts ou bien simplement des fringues qui nous plaisent, c'est intéressant en ce sens. On va facilement leur proposer d'arrêter de fumer parce qu'on sait que le tabac diminue dans le sang le taux de testostérone qui est précieux pour l'homme, mais aussi pour la femme, pour l'envie sexuelle. Pour relancer la libido, facilement, on va leur proposer les lectures érotiques féminines. C'est numéro 1 des ventes. Les moins de 30 ans en lisent en moyenne 2 par an. Il n'y a pas d'image imposée et ça marche plutôt très bien pour relancer l'envie sexuelle quand il n'y a plus du tout d'idées en ce sens, quand c'est désert au niveau des pensées érotiques. La littérature érotique, on le conseille facilement et notamment sur Internet, on peut même trouver du coup le listing des meilleures ventes en ce sens.
Lorsqu'on a lu son bouquin érotique, on va leur proposer ce qu'on appelle l'exercice d'endormissement, c'est-à-dire s'imaginer tous les soirs un petit scénario ou finalement un petit scénario érotique tous les soirs avant de s'endormir. Et ça marche plutôt bien parce que après on s'endort sur cela et de façon inconsciente, ça fait travailler l'imaginaire sur la sexualité. C'est comme si on se faisait de l'auto-hypnose. Donc ça mange pas de pain, c'est gratuit. S'imaginer un petit scénario érotique avant de s'endormir, pour hommes ou pour femmes, on peut facilement leur proposer. Le Sunset Focus est un grand pilier en sexologie. C'est un exercice sexuel intéressant à proposer pour les problèmes de libido. En fait, c'est un rapport sexuel qui a été divisé en petits morceaux. On passe d'une étape à l'autre progressivement. Ce sont des massages, tout d'abord habillés, et ensuite on se dénude progressivement. Tout d'abord, il n'y a pas de rapport sexuel, et puis ensuite, progressivement, on débute du coup des caresses, et ensuite il y a des pénétrations. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice sexologique sous contrat. C'est que les premiers massages qui se font sont sous contrat, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de pénétration. Comme ça permet du coup à la femme dont le conjoint est un petit peu trop hâtif dès qu'il y a un contact physique qui réclame une pénétration, ça permet du coup à la patiente de se détendre et elle sait qu'il va y avoir un contact physique, un plaisir retrouvé dans le couple non sexuel par le toucher et elle va pouvoir à nouveau progressivement reprendre le lâcher-prise et l'abandon. Donc je vous invite à lire du coup le Sunset Focus qui marche vraiment très bien. Pour améliorer la libido aussi, tout est bon à prendre pour relancer l'estime de soi. C'est prouvé que les thérapies cognitivo-comportementales, l'hypnothérapie ou la méditation pleine conscience sont efficaces en ce sens. Par contre, l'approche sexo-corporelle n'a pas encore donné ses preuves. Vous savez, le sexo-corporel, c'est le bouger, le parler érotique. Du coup, on consulte un sexologue qui est spécialisé dans cette thématique. Il faut lutter aussi contre les peurs, et ça, dans l'entretien avec la patiente, on va les relever. Peur de la nudité, parce que c'est une zone interdite que l'on ne veut pas montrer. Alors, on va leur dire tout simplement que ce n'est pas obligatoire, la nudité dans la sexualité. On peut aussi facilement cacher les zones interdites avec de jolis hauts. Et ça, la socio-esthéticienne va être d'une grande aide. Peur d'être contagieuse ou radioactif, hein. Bien sûr, les cellules cancéreuses ne passent pas par les rapports sexuels. Il n'y a pas de risque de transmission. Quelquefois, il faut lever le voile sur cela. Il n'y a pas de risque lorsqu'on a de la chimiothérapie dans les sécrétions vaginales d'être toxique pour son conjoint. Et lorsqu'on a une radiation, du coup, une irradiation de la poitrine, même si le sein est chaud, on n'est pas radioactif. On peut avoir la peur d'avoir mal, et donc bien sûr, un rapport, ça se prépare. Et puis peur d'être stérile, bien sûr, les oncologues, il faut penser à préserver la fertilité. Pour relancer l'envie sexuelle, les sexologues proposent facilement l'auto-érotisme. C'est le terme médical pour l'onanisme, la masturbation. En fait, lorsque on a des blocages sexuels, lorsque c'est très perturbé dans son couple, et quelquefois de se retrouver par soi-même en se disant c'est bon, la mécanique marche bien, j'ai du plaisir, j'ai le réflexe d'orgasme qui est toujours présent, eh bien reprendre confiance en ce sens, c'est intéressant. Il faut savoir ouvrir le sujet par rapport à cela. Alors, la masturbation, ça stimule aussi le système de récompense cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau va retenir que c'est plaisant et ça va motiver à la répétition. Donc, se reconstruire par ce biais-là, ça peut être intéressant. On sait que ça facilite le retour du réflexe d'orgasme. Il n'y a pas de contre-indication, mis à part des problèmes cardiovasculaires. Et ça se pratique avec ou sans sextoy, avec ou sans partenaire, avec ou sans support érotique. Et en tout cas, les études ont montré que ça ne rendait pas sourd, dépendant au sexe, ni frustré. Alors, vous savez, en 2007, il y a une grande étude concernant la masturbation. On a demandé à plus de 11 000 personnes s'ils s'étaient masturbés le mois précédent. Et donc, il y a plus d'hommes qui ont répondu oui que de femmes. Mais bien sûr, on pense que c'est sous-évalué. Parce que si on vous arrête quand vous sortez du métro pour vous poser cette question-là, je ne pense pas que facilement vous allez répondre à la positive. En tout cas, j'espère que vous avez compris que l'oncosexologie est assez complexe. Le sexologue seul ne peut pas prendre en charge parfaitement bien une patiente. Le plus souvent, la prise en charge est multidisciplinaire. Il va cependant être le médecin pivot qui va orienter vers la psychologue, le conseiller conjugal, la socio-esthéticienne, l'hypnothérapeute. L'acceptation du changement et la motivation de la patiente à trouver par elle-même de manière active des solutions aux troubles sexuels est aussi la clé du succès. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous avez des questions au docteur Sautré? Moi, je viens de Suisse, j'ai une question concernant la pratique en France. En Suisse, on donne sans aucune restriction des applications topiques œstrogéniques vaginales, soit de l'œstriol, soit du DHEA. À Saint-Louis aussi. Donc, j'avais cru comprendre qu'on est plus en ce moment œstriol à un dose minimale et pendant une durée assez limitée. Et vraiment, quand au bout du bout, on n'a pas trouvé de solution au préalable par des topiques non hormonaux. C'est vrai que du coup, le passage systémique dans les études avait été mis en évidence jusqu'alors. Du coup, c'est vrai que nous, alors sur Angers, on est plutôt craintif concernant les patientes sous anti-aromatase parce que le tamoxifène qui va saturer les récepteurs hormonaux au niveau du tissu mammaire va finalement le protéger quelles que soient les variations d'hormones dans le sang. Donc, pour les patientes sous tamoxifène, on est moins craintif. C'est vrai que sous anti-aromatase, on est plus frileux. Les études cliniques sont plutôt rassurantes sur le sujet. Alors évidemment, il y en a très peu, c'est peu de malades et elles sont très critiquables. Mais enfin, il n'y en a aucune qui montre une augmentation du risque. Sur les inhibiteurs de l'aromatase, en fait, c'est sur des données biologico-biologiques qui montraient qu'il y avait en effet que le petit passage qui pouvait exister pouvait perturber donc l'action des inhibiteurs de l'aromatase. Mais en clinique, ça n'a jamais été démontré. Hein. Donc, bon. Anne-Sophie. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu sais de quoi tu parles et que du coup, ça doit avoir des très bons résultats sur les patientes. Est-ce que tu as été en mesure d'évaluer ça avec des questionnaires ou enfin, de montrer comment la prise en charge de sexo dans un centre de lutte ou dans un endroit où on prend en charge des femmes atteintes d'un cancer du sein peut augmenter leur qualité de vie, notamment par l'augmentation de la qualité de leur vie sexuelle? Est-ce que ça, tu as des indicateurs qui permettent de dire mon intervention fait que j'augmente la qualité de vie de ces femmes? Alors oui, on a fait une étude par rapport à des ETP, ateliers d'éducation thérapeutique, où on donne des conseils généraux sur la sexualité après cancer du sein. C'est le FSF que l'on a délivré en questionnaire avant et 3 mois après. Et on a eu des résultats probants, du coup, avec une amélioration des scores de satisfaction sexuelle généraux, mais les scores étaient toujours en deçà du seuil de satisfaction de la population générale. Donc, une amélioration prouvée, mais par contre, c'était on avait 78 patientes, donc c'était pas non plus quelque chose de... Donc, ça a permis de faire 2 posters. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, on a quand même des questionnaires standardisés en France intéressants qui évaluent de façon objective l'amélioration Alors, c'est souvent des questionnaires, cependant, qui se fient à une symptomatologie et des facteurs qui se sont déroulés dans le mois précédent. Donc, pour les patientes qui n'ont pas eu de rapport les 3 mois au préalable, c'est problématique. Et le deuxième souci, c'est pour nos patientes lesbiennes. Finalement, c'est très axé sur la pénétration et sur la sexualité du coup hétérosexuelle, ce qui peut aussi être un frein du coup pour les études.